Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV. Nous sommes le vendredi 13 mai. Voici les titres de l'actualité. Ils sont de retour. Les touristes commencent doucement à arriver en Moselle avec le beau temps. Les campings espèrent rattraper cet été les 2 années de crise sanitaire. Reportage dans un instant. Ce dimanche, c'est la 8e édition de la fête des vins de Moselle à Sichazel. Événement incontournable pour les amateurs de rouge, blanc ou rosé. Nous vous emmènerons dans ces villages du département, symbole du savoir-faire mosellan. Gagner pour entretenir l'espoir après la défaite de Saint-Étienne ce mercredi, tout est possible. Le FCMS peut encore se maintenir, mais il devra s'imposer ce samedi soir à domicile contre Angers. L'avant-match dans quelques minutes. La météo, attention au coup de soleil ce week-end, les températures atteindront les 25 degrés l'après-midi ce samedi et monteront jusqu'à 31 dimanche au meilleur de la journée. Et puis mon invité du soir est Jean-Marc Huard, recteur de l'Académie Nancy-Metz. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons sur cette première en France, mettre à disposition des visio-professeurs pour pallier à la pénurie de remplaçants. Mais tout de suite, développons les titres du jour. Après 2 années difficiles, les acteurs du tourisme espèrent cet été tourner la page de la crise sanitaire. Dans les campings, la fréquentation devrait repartir à la hausse, surtout que le beau temps semble au rendez-vous. Les premiers touristes pointent déjà le bout de leur nez. Exemple au camping du lac Vert de Mittersheim avec Ghislain Schumacher. Au bord de l'étang, dès que le soleil a pointé le bout de son nez, les habitués ont retrouvé leur hébergement ou leur emplacement. Une centaine de personnes peuplent déjà ces 20 hectares de presqu'île, mais ici, ce sont les réservations pour juillet-août qui redonnent particulièrement le sourire aux responsables de la structure. On est pratiquement à 80% de tous nos équipements qui sont réservés. Par rapport à l'année dernière, à la même époque, on n'avait pas autant de réservations. Enfin, on a beaucoup les habitués, mais on a aussi plus de clientèle locale. Au lieu de partir dans le sud de la France ou dans un autre pays, ils viennent sur Mittersheim. C'est le cas de cette famille qui est venue cet après-midi pour chercher un peu de fraîcheur. Aurélie et ses enfants habitent seulement à quelques kilomètres, mais ils ont choisi de passer une semaine de vacances dans un de ces chalets cet été. Pour la mère de famille, le site n'a rien à envier au camping du sud de la France. Déjà la baignade, la relaxation. Après, c'est vrai que voilà, avec le terrain de jeu, il y a du paddle, du canoë-kayak, le pédalo. C'est des vacances qui leur plaît déjà d'avance, donc voilà, il n'y a pas besoin de partir au bout du monde pour être heureux, hein, au final. Enfin, je sais pas, les enfants, oui, hein, c'est tip top. Hein. Trop bien. Le camping pourra également compter sur un retour massif de la clientèle étrangère et des groupes d'enfants. Ce centre qui leur est dédié est d'ailleurs déjà complet jusqu'à la fin de l'été. Mais cette haute saison sera aussi synonyme d'une reprise complète des animations après 2 ans de restrictions. Tout ce qui est événement, c'était beaucoup plus compliqué. On ne pouvait pas faire de soirée à thème dans un endroit clos et fermé. Aujourd'hui, effectivement, en gardant toujours en compte ces problèmes sanitaires pour éviter qu'ils ne se redéveloppent, les choses sont beaucoup plus ouvertes. Enfin, on respire à nouveau. Ces 2 dernières années ont tout de même permis à la structure d'améliorer son offre de service. Ainsi, les touristes pourront déjeuner dans ce nouveau restaurant ou encore faire le plein de sensations à bord d'un jet ski. Après 1 an de travaux, la ville de Cattenom inaugurait hier sa nouvelle chaufferie biomasse. Avec ce nouveau système d'alimentation au bois, la municipalité est mise sur l'énergie locale et renouvelable. Reportage Florian Tonizzo. Dans cette soute, environ 250 mètres cubes de copeaux de bois sont stockés pour chauffer la ville de Cattenom. 1 à 2 camions par semaine viennent livrer la nouvelle chaufferie de la ville. La municipalité a fait le choix de s'allier à la société IDEX, spécialisée dans les projets de transition énergétique des territoires. On a cherché à essayer de réduire notre facture énergétique. On se doutait bien que l'électricité allait continuer à augmenter de par la part importante des énergies renouvelables qui était une volonté politique nationale. Et donc il fallait trouver d'autres moyens, en tout cas pour diminuer nos factures énergétiques. Ce que ça va changer, c'est très simple. Vous étiez chauffé à l'électricité ou au fioul. Demain, vous serez chauffé à partir d'énergie produite par cette chaufferie biomasse, donc de l'énergie renouvelable, qui est locale, puisque le bois provient d'un rayon de 90 km autour de cette chaufferie. La ville de Cattenom alimente avec sa nouvelle chaufferie pas moins de 23 bâtiments communaux et intercommunaux, dont le nouveau collège. L'aboutissement d'un projet imaginé il y a une dizaine d'années et les résultats se font déjà ressentir. Les premiers mois d'exploitation de la chaufferie montrent une baisse de 66% des factures,
sur certains bâtiments. Ça fait plus d'un mois maintenant que vous pouvez faire votre déclaration d'impôt. Pour certains d'entre nous, surtout les jeunes, c'est la première fois. La démarche peut vite tourner au calvaire à Guénange. Pour les accompagner, un atelier était organisé ce jeudi. Reportage. Vous rentrez dans votre vie, vous allez ouvrir votre vie fiscale. Alors, on rentre dans sa vie fiscale par sa première déclaration. Impossible d'y échapper, Marco, étudiant en architecture de 24 ans, va bientôt entrer dans la vie active. Alors cet après-midi, il est venu se faire aider pour sa première déclaration d'impôt. J'aurai sûrement un poste au Luxembourg, donc j'avais quelques questions, voir s'il y a une double imposition, etc. Comme je suis frontalier, le plus avantageux pour moi serait de travailler là-haut. Donc voilà, je me renseigne et puis j'ai comme projet également d'aller habiter au Luxembourg plus tard. Donc c'est aussi se renseigner sur comment ça fonctionne lors de ces différentes étapes de mes projets. Pour les jeunes, le problème n'est pas tant informatique, mais administratif. Au premier abord, la démarche peut paraître épineuse. Le gros problème, c'est l'entrée, tout simplement. C'est la peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, et ni plus ni moins. La démarche en elle-même, on peut le vérifier, elle est relativement simple. Si Guénange a été ciblé pour accueillir cet atelier, c'est qu'ici, un besoin des primo-déclarants a été identifié. C'est une richesse déjà d'avoir une maison France Service sur la commune, mais là d'autant plus d'avoir cet atelier qui est le symbole d'un fort partenariat entre la maison France Service et la DGFiP. En Moselle, 19 accueils de proximité des finances publiques vous reçoivent en cas de difficulté. Date limite pour faire votre déclaration en ligne, le 8 juin prochain. Et nous sommes vendredi, c'est l'heure de notre rubrique grand format. C'est le rendez-vous des amateurs de vin. Ce dimanche se déroule la 8e édition de la fête des vins de Moselle à Sichazel. Événement pour mettre en lumière les viticulteurs qui œuvrent au quotidien pour le rayonnement du terroir mosellan. Ghislain Schumacher nous emmène en vadrouille au cœur des petits villages et communes à l'identité viticole bien marquée. Regardez. Comment parler de vin mosellan sans évoquer le domaine Molosé qui s'étend sur près de 15 hectares de vignes. Je me trouve actuellement à Vaux où l'on produit principalement du vin blanc. Je pars à la rencontre du gérant de l'exploitation Norbert Molosé, véritable personnage des coteaux de Moselle. Ici à Vaux et sur les 5 autres communes où se situe votre vignoble, le vin c'est un peu une religion. Alors comment ça se matérialise chez les habitants et dans les différents villages? Alors, dans les différentes communes viticoles où nous avons des vignes aujourd'hui, je connais énormément de gens qui me disent mes parents avaient de la vigne, mes grands-parents avaient de la vigne. Le fait de remettre le vignoble au goût du jour, on va dire, et de replanter des parcelles de vignes, ça réjouit les anciens du village. Et puis ça permet de faire des jolies balades sur les sentiers et de traverser les vignes. C'est un moment qui est très agréable. Pour confirmer l'attachement de ces villages à leur patrimoine viticole, direction en Sidorno. Par curiosité, je rentre dans ce restaurant pour y débusquer des vins locaux. Résultat, il y en a pour tous les goûts. Pour vous, c'est une volonté de représenter le terroir local dans votre carte et dans votre établissement? Pour moi, c'est important. C'est ma première activité, c'est vendre des produits locaux. Donc, on fait de la promotion pour les vins de Moselle et principalement aussi, en particulier, mais voilà. Très bien. Alors justement, est-ce que ces produits sont vraiment appréciés, demandés par votre clientèle? Oui, pour nous, 90% de nos ventes de vin, c'est des vins de Moselle maintenant. En tout, Daniel vend une quarantaine de vins mosellans dans son restaurant. L'attrait de ses clients pour ces breuvages locaux se confirme d'ailleurs à table. Toujours quand on vient ici, on privilégie un vin local. Parce qu'on groupe le terroir et le village ici. C'est un tout. C'est important, ça fait travailler les gens du coin et tout. Moi j'aime bien le vin blanc d'ici, le vin blanc, mais même le pinot noir, mais moi je les trouve très bons. Après Vaux et Ancy-Dorno, je prends la direction de l'Essy. Aujourd'hui, quelques vignes bordent ce village qui a compté jusqu'à 70 hectares de culture. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme particularité de ce patrimoine viticole au sein de votre commune dans le village? Il y a une histoire. Donc, on voit les maisons, vous avez vu les rues du village. Les rues du village, c'est des rues de vignerons. Chaque habitant faisait son petit coin de vigne. Si vous pouvez le voir, sur cette porte d'entrée, vous avez des sculptures avec de la vigne et du raisin. Un village à l'architecture atypique et historique que ses habitants n'échangeraient pour rien au monde.
C'est un côté un petit peu méditerranéen qui nous plaît beaucoup, avec les tuiles romaines, avec les murs en vieille pierre, et on essaie, tant qu'à faire, de garder un peu ce style qui nous démarque des banlieues messines. Les régions où il y a une âme viticole, où il y a un cru, ça donne une authenticité. Les gens sont plus proches de la terre et puis ils sont aussi contents de goûter du bon vin, n'est-ce pas ? Comme vous avez pu le voir, dans ces communes, la passion pour le vin et pour la culture de la vigne se vit sans modération. Le FC Metz reçoit le SCO d'Angers samedi soir pour son dernier match de la saison à Saint-Symphorien. Après le succès de Nice face à Saint-Étienne mercredi soir, les joueurs de Frédéric Antonetti peuvent à nouveau croire au maintien en Ligue 1. Pour ce faire, la victoire est impérative face aux Angevins, l'avant-match avec Florian Tonizzo. Depuis le match nul du FC Metz à Montpellier il y a 2 semaines, le peuple grenat a repris l'espoir d'un improbable maintien en Ligue 1, grâce notamment à la victoire face à Lyon dimanche dernier, mais également grâce à celle de l'OGC Nice mercredi soir face à Saint-Étienne. On est encore dans la course, c'est pas perdu. Et là, il faudrait que nous, on gagne impérativement contre Angers et qu'on aille peut-être prendre un point à Paris. La victoire contre Angers permettra encore d'avoir encore un espoir jusqu'à la dernière journée, ce qui était il y a 2 semaines de ça, presque compromis, quoi. Bah oui, clairement, ça relance. On y croit plus au maintien, du coup, c'est 2 matchs, 6 points obligatoires. Tant qu'il y a cette possibilité-là, oui, on a l'espoir. Maintenant, c'est vrai que c'est avec des conditions. C'est beaucoup de si, mais bon, on a espoir quand même de faire un résultat ce week-end contre Angers. Et après on verra. On n'est pas maître de notre destin, pardon. De son côté, Frédéric Antonetti préfère rester mesuré avant de s'aventurer dans des calculs. Pour lui, il faut d'abord penser à s'imposer samedi face à Angers. Le football fiction, ça n'a jamais été mon truc. Et je l'ai fait un petit peu cette année et je le regrette d'avoir fait. Je pensais qu'au mois d'avril, voilà, j'ai fait des calculs, mais ça ne sert à rien de calculer, il faut être bon. Je vous avais dit peut-être que le maintien se jouera à la 38e journée, à la 89e. Vous vous rappelez de ça? C'est tout, j'ai rien à rajouter. Pour la réception d'Angers, déjà maintenu en Ligue 1, quelques changements dans l'effectif. Fally Kandé pourrait faire son retour dans le groupe, alors que dans le même temps, plusieurs joueurs sont incertains et n'ont pas participé à la séance de ce jeudi. Vincent Pajot est en revanche bel et bien absent car il est suspendu pour la réception de son ancien club, à l'inverse de Nicolas Depréville, qui manquera lui le déplacement à Paris dans une semaine. L'attaquant grenat pourrait donc peut-être disputer son dernier match sous le maillot messin ce week-end. Oui, c'est possible que je dispute mon dernier match avec le FC Metz samedi, parce que mon contrat est lié que si nous sommes en Ligue 1. C'était une clause qu'avait voulu mettre le club quand je suis arrivé, donc malheureusement oui, c'est une possibilité. Frédéric Antonetti pourra également compter sur le retour au premier plan de Farid Boulaya, auteur du but de la victoire face à Lyon, et sur l'apport de Didier Lamkelze, également buteur face aux Lyonnais, pour s'imposer face à Angers et ainsi continuer d'entretenir l'espoir d'un possible exploit face au PSG dans une semaine. Ce samedi soir, dernier rendez-vous à domicile pour les Sarrebourgeois en handball masculin. Et quel rendez-vous puisqu'ils accueilleront Ivry, le leader incontesté du championnat. Une grosse ambiance est attendue pour terminer avec la manière et pourquoi pas créer l'exploit. Un match que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur Moselle TV. Aux commentaires Arnaud Demerlet et son consultant Jean-Yves Schaff. Partons désormais voguer sur la Moselle. Depuis 4 ans, des apéros-concerts sont proposés par un ancien aventurier messin sur un bateau solaire. Ambiance assurée, Chloé Gaillard. Sur le quai des Régates à Metz, une dizaine d'aventuriers s'est retrouvée pour 2 heures de balade sur la Moselle. Dans une ambiance feu de camp, le capitaine Roby s'apprête à lever l'ancre sur sa petite Calédonie. Ici, petit comité, et patrimoine et nature. Je suis originaire de la région. Et j'ai redécouvert Metz comme un touriste et je me suis rendu compte qu'on avait la chance d'avoir une ville magnifique avec un riche patrimoine, avec une nature exceptionnelle. À la barre, le chef de bord se plaît à faire découvrir l'histoire, la nature et le patrimoine local. Un moment apprécié par les navigateurs. C'est un vrai moment de bonheur, c'est vraiment un moment de sérénité, c'est vraiment un très très beau moment. Il y a quelque chose qui passe là sur cette rivière, il y a de la poésie, il y a de la lumière, il y a de la vie, il y a de la diversité, enfin c'est magnifique, quoi. En plus de déguster un verre de vin de Moselle et quelques amuse-gueules en court-circuit, le petit comité se délecte d'un concert acoustique intime. Le partage et la convivialité sont les maîtres mots de cet instant.
Il y a une vraie relation de proximité qui se fait avec le public. Parfois, il y a des amis à bord, parfois des gens que je ne connais pas du tout. Et voilà, c'est un vrai havre de paix, un petit moment suspendu comme ça au bord de l'eau et avec des gens super sympas comme le capitaine et puis tous les gens qui sont là. Si les marins d'eau douce profitent en toute sérénité, c'est en partie grâce à leur embarcation solaire. Nous, on est autonome. On n'est pas obligé de charger à quai avec telle ou telle électricité. On peut recharger à quai, mais juste avec les panneaux solaires, il est autonome. Là, on va naviguer. Les batteries se sont chargées toute la journée. On est autonome. On n'a pas eu besoin de mettre un coup de prise. De quoi admirer et écouter la cité messine, depuis ses parties les plus sauvages jusqu'à la vieille ville illuminée, fièrement gardée par son célèbre temple. Je le conseillerais à des touristes évidemment, mais surtout à des locaux, parce qu'on ne voit jamais la ville de la même façon quand on la découvre sur l'eau. Cette escapade poétique est à savourer tout au long de l'été chaque mardi soir, une occasion d'admirer un beau coucher de soleil ou un envol de cygnes. Et avant de retrouver notre invité du soir, petit tour d'horizon de votre programme de ce week-end. Emma Facchetti vous résume les meilleures idées de sortie en Moselle. Dimanche, le thermomètre devrait grimper jusqu'à 30 degrés. Alors pour en profiter, voici 4 idées de sortie à faire ce week-end. Vous avez la main verte, vous allez sûrement trouver votre bonheur à la fête des plantes à Uckange. Les jardiniers amateurs pourront acheter des plantes, des arbustes mais aussi des fleurs samedi et dimanche de 10h à 19h au Jardin des Traces. Pour les oiseaux de nuit amoureux de culture, rendez-vous au musée. À l'occasion de la 18e édition des Nuits européennes des musées, de nombreux lieux culturels mosellans, comme le musée de la cour de Ramès, le musée de la Tour aux Puces à Thionville et le musée archéologique d'Audun-le-Tiche, ouvriront gratuitement leurs portes ce samedi de 18h à minuit. C'est le rendez-vous des amateurs de brocante et d'antiquités, les puces de Metz. Meubles, bibelots et objets de décoration seront exposés au public samedi de 7h à midi au parc des expositions de Metz. Pour finir, que diriez-vous de vous déhancher sur le parquet ? L'école de danse Elena Dance propose un cours de danse et fitness en plein air. Enfants et adultes pourront se dandiner ce dimanche de 11h à midi au stade de foot de Devant-les-Ponts. Une participation de 5 € sera demandée et reversée à une association pour soutenir l'Ukraine. Un programme varié, rafraîchissant, prêt à vous faire tourner la tête. Alors passez un bon week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, l'invité du jour. Et ce soir, je vous le disais, Jean-Marc Huard, donc recteur de l'Académie Nancy-Metz, est à mes côtés. C'est une première. En France, vous allez expérimenter des visio-professeurs pour faire face à la pénurie de remplaçants. Vous appelez ça une brigade numérique de remplaçants. Alors le confinement a montré les limites pratiques et pédagogiques du téléenseignement. Est-ce que cette brigade, c'est juste une solution de secours ? Alors déjà, c'est une expérimentation qui est très réduite, puisque nous allons créer 7 postes de remplaçants dans un certain nombre de disciplines. Je rappelle simplement, on a 32 000 professeurs sur la totalité de l'académie. Donc, vous voyez, 7 c'est vraiment sur 32 000. 7 sur 32 000. Donc c'est vraiment une expérimentation extrêmement limitée. Qui relève tout simplement d'un constat, c'est que quand on a une académie qui est très diversifiée territorialement, où il y a des zones qui sont très rurales, je pense au nord de la Meuse, je pense au sud-ouest des Vosges, je pense au nord-est de la Meurthe-et-Moselle, je pense à l'est de la Moselle, on est en zone très très rurale, et on a parfois du mal à trouver des remplaçants, notamment quand on a des phases épidémiques, vous évoquiez l'épidémie de Covid-19, mais aussi quand on a des épidémies saisonnières, on a des épidémies de grippe, on a d'autres maladies qui viennent de manière régulière. Et localement, parce qu'on sait que sur certains territoires, c'est difficile pour nous, comme c'est difficile pour tous les secteurs d'activité, mais on a du mal à trouver des remplaçants. Moi, mon devoir en tant que recteur, c'est d'assurer la continuité de l'école. Donc, rien ne remplace un cours en présence. La visio, c'est inévitablement un mode dégradé d'enseignement, ça j'en suis entièrement d'accord, mais il est de mon devoir d'assurer cette continuité, et donc on va expérimenter pour 2 ans, et on verra au fur et à mesure, cette brigade de numérique de remplacement. Et donc ces 7 postes, ce sont à chaque fois des matières bien différentes.
Alors, ce sont des matières bien différentes. On va avoir de l'allemand, on va avoir des lettres modernes, on va avoir des mathématiques, un poste à chaque fois, de l'histoire-géographie également, de l'anglais. Comment ça va se passer très, très concrètement? Donc, on va avoir des professeurs qui vont être affectés dans un établissement. C'est des professeurs volontaires, hein, on fait un appel à candidature. Ils vont être affectés dans un établissement. Et puis, quand le besoin s'en fera sentir pour une période courte, ils feront cours à distance, ce qui permettra aux élèves qui pourraient être privés d'enseignement pendant un certain temps, eh bien de continuer à avoir le cours. C'est un enseignement de la crise sanitaire. Donc les élèves seront seuls en classe? Alors non, les élèves ne seront pas seuls en classe, puisque nous mettons en plus des moyens de remplacement supplémentaires hein, quand on aura des besoins, ce qui fait que les enfants seront sous surveillance. Le professeur sera à distance. On essaye cela parce qu'il faut agir quand on a des difficultés à trouver des remplaçants, tout simplement. Est-ce que c'est une méthode qui peut devenir à terme pérenne? Non, je ne crois en pas. Fonction de l'expérimentation. En fonction de l'expérimentation, on verra, mais il ne s'agit pas, et ça je voudrais vraiment être très, très clair, hein, il ne s'agit pas de remplacer des cours à distance, des cours en présence par des cours à distance. Je dis simplement, encore une fois, quand vous êtes à Montmédy, au nord de la Meuse, vous avez 17 habitants au kilomètre carré. J'ai des brigades de remplacement. Mais parfois, je peux avoir besoin en remplacement, parce que les gens sont malades, de 2 profs de maths, alors que j'ai un seul professeur remplaçant sur place de disponible. Je cherche des contractuels, généralement. J'ai souvent du mal à en trouver dans cette partie de l'académie. Donc là, je substitue, et je me suis engagé auprès des syndicats que ça ne dure pas plus de 7 semaines, ce qui permet de continuer à chercher, enfin ce qui nous amène à continuer à chercher des personnes physiques hein, pour remplacer. Donc je préfère assurer cette continuité à distance plutôt que les élèves n'aient pas cours. C'est gagnant pour tout le monde. Les professeurs sont volontaires. Ils seront dans un établissement près de leur domicile, et puis les élèves pourront continuer à avoir cours. Vous en avez trouvé combien pour l'instant de ces visio-professeurs? Alors on est en train de regarder les candidatures. Il faudra tirer d'ailleurs un enseignement du nombre de candidatures qui a eu lieu. J'apprenais par exemple cet après-midi que notamment en lettres-histoire pour les lycées professionnels, on pouvait avoir un professeur intéressé à mi-temps, donc très bien, prenons-le. Donc j'aurai l'occasion de faire un bilan rapidement. J'insiste, on a les moyens budgétaires. J'ai les euros pour payer les professeurs remplaçants. Voilà, je dispose de tous les moyens. Je manque simplement d'une ressource humaine disponible sur un territoire à un instant T. Et donc, j'agis pour que les élèves puissent avoir une continuité des cours. Et alors, ce dispositif, il va être mis en place à partir de quand? On a déjà une date bien précise ou pas? Oui, c'est à partir de la rentrée de septembre, quand les besoins s'en feront sentir. S'il n'y a pas de besoin spécifique, si on trouve les personnes physiques, si les personnes physiques sont présentes pour faire du remplacement quand c'est nécessaire, eh bien très bien, on n'utilisera pas la brigade numérique. En revanche, dès que ce sera nécessaire, on la mettra en place. Vous savez, ça se fait déjà à distance pour les enfants malades. Et puis ça s'est fait pas si mal que ça pendant la crise sanitaire. Heureusement qu'il y a eu les visios. Heureusement qu'il y a eu le numérique pour pouvoir assurer la continuité de l'école. Ça a permis de continuer les apprentissages. Ça a permis aussi de maintenir le lien social entre les adolescents et entre les adolescents et leurs professeurs. Voilà, c'est le seul objectif. On en tirera les conséquences au bout de 2 ans. S'il faut arrêter, on arrêtera. D'une manière plus générale, comment vous expliquez finalement ce manque de bras dans l'éducation nationale? Alors là, je suis sur des zones rurales très éloignées, hein, et ça cet objectif-là. Vous savez, on est dans une période où il y a des tensions sur le marché du travail. Les entreprises, les administrations cherchent du monde. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. Mais l'éducation nationale n'est pas à l'abri de cela. Donc il y a eu des périodes où on avait beaucoup moins de mal, dans l'éducation nationale comme ailleurs. Là, en ce moment, c'est une période un petit peu plus difficile. Or, on a cette mission de service public et on agit pour pouvoir la continuer. Est-ce qu'il y a des matières où les professeurs sont plus nombreux à manquer? Non, on parle souvent des maths. Non, il n'y a pas de matière pour lesquelles les professeurs... Enfin, je ne crois pas, je n'ai pas regardé les statistiques par discipline. Vous savez, on a des taux d'absence qui sont tout à fait raisonnables, mais par exemple, cet hiver, là, quand on a eu le variant Omicron, on a eu des taux d'absentéisme qui ont atteint les 12-13%. Et malgré tout, on a remplacé, puisqu'on a remplacé à peu près les 2/3 des professeurs, dans un contexte tout à fait particulier, qui était celui du variant Omicron, où le virus frappait un petit peu n'importe quand. Donc on a un système qui fonctionne, qui est efficace. On ajoute ce système-là et on en fera le bilan.
Merci beaucoup Jean-Marc Huart, Merci de votre recteur de invitation. l'Académie Nancy-Metz. Merci. Et nous terminons cette séquence d'information avec l'image du jour. Ce jeudi, le président de la région Grand Est, Jean Rotner, était en visite dans 3 établissements de la Cité des Loisirs à Amnéville, le pôle thermal, le Galaxy et le Snow World. 3 lieux qui ont fait l'objet de travaux de sécurisation et de mise en conformité, subventionnés notamment donc par la région Grand Est. Cette visite s'est déroulée en présence d'actionnaires de la SPL d'Amnéville, d'élus du territoire, des services techniques de la commune d'Amnéville et des exploitants concernés. Voilà, c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, celui du Club de la Presse et de Dragon Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur Moselle TV et à lundi.